Général du CIGM, Centre d'information et de gestion des migrations. On nous parlera notamment des activités de sa structure, notamment la formation une formation liée à la mobilité de groupes, mais aussi des enfants maliens. À suivre également dans ce journal toute l'actualité internationale avec d'abord le Burkina Faso qui a un nouveau Premier ministre, son nom Rentalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, son parcours à ne pas manquer dans cette édition. Nous irons également au Ghana où l'ancien président John Dramani Mahama remporte l'élection présidentielle. Et en Syrie, moins de 2 semaines après le début de leur offensive, les rebelles sont entrés cette nuit dans la capitale Damas et annoncent la chute du président Bachar al-Assad. Les sports dans une vingtaine de minutes, ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré, bonjour à tous. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? L'actualité sportive sur le continent est dominée par les compétitions interclubs de la CAF. Le stade malien de Bamako affronte tout à l'heure à 13h GMT Sidi Lunasoul en Angola à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe CAF. Un peu plus tard, à 16h, le Djoulouba reçoit au stade du 26 mars Pyramids FC d'Égypte en Ligue des champions de la CAF. Et nous parlerons également du championnat national des ligues 1 professionnelles de football. La troisième journée a pris fin hier samedi. CAN féminine 2024 de handball. L'Angola est encore sur le toit de l'Afrique. L'actu des sports, un rendez-vous à ne pas manquer avec Famourou Djourté. Et comment alimenter les enfants atteints de l'infirmité motrice cérébrale? C'est le sujet de la chronique santé de ce dimanche. Rendez-vous en fin de journal avec Kumba Assissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. Tombouctou face à la crue du fleuve Niger, oui, une montée spectaculaire des eaux qui a provoqué des inondations avec une cinquantaine de maisons effondrées. Le gouvernement n'a pas tardé à réagir pour secourir les sinistrés. Najim Baba Sissé est en ligne de Tombouctou. Bonjour. Bonjour, monsieur Ibrahima Traoré. Alors, dites-nous, quelle est la situation ce dimanche dans la cité des 333 saints et quelles sont les dispositions prises par les autorités pour éviter d'autres dégâts? Merci Ibrahima Traoré. Ici à Tombouctou, la situation des inondations est sous contrôle à la date d'aujourd'hui, grâce aux multiples dispositions prises par les autorités et même les communautés, notamment l'érection des digues, au moins des sacs de sable, afin de freiner la circulation de l'eau vers les habitations, l'intensification de la sensibilisation des villages riverains afin qu'ils s'éloignent des zones de coulement de l'eau et regagner des abris temporaires installés à cette fin. Aussi la prise en charge médicale des populations sinistrées par les services techniques et les partenaires des ONG, entre autres. Certes, il y a eu des dégâts matériels, comme vous l'avez dit, importants, mais grâce à l'implication des autorités à tous les niveaux et les partenaires, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Toutes choses qui dénotent des dispositions qui ont été prises face à cette situation. Il faut noter que ces inondations dues à la montée de l'eau du fleuve ont touché pratiquement, selon les statistiques du comité de crise, plus de 11 000 ménages dans l'ensemble du cercle de la région. Merci beaucoup Najim Baba Sissé en direct de Tombouctou. On en vient à l'invité de ce 13h dimanche et nous recevons en direct dans ce studio Abouakri Nagui Satouré, il est directeur général du CIGM, Centre d'information et de gestion des migrations. C'est pour parler de cette formation, d'une trentaine de jeunes délégués venus des 6 communes du district de Bamako qui viennent de suivre une session liée aux conséquences de la mobilité du groupe, mais aussi des enfants maliens. Une initiative du CIGM qui est une campagne de plaidoyer pour la prise en compte des enfants et jeunes en mobilité dans les programmes de développement économique et culturel PDSEC. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui a motivé votre centre à initier une telle formation? C'est moi qui vous remercie. Au fait, il faut retenir que notre centre, c'est un outil stratégique du département des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, qui, sous le leadership éclairé du ministre Moussa Aga Taher, depuis son arrivée, a donné un souffle à l'ensemble des services à aller vers davantage vers leur mission, prendre toutes les initiatives qui permettent d'accomplir davantage au fait leur mission. Et donc nous, en tant qu'observatoire, parce que nous sommes l'Observatoire national des migrations, c'est notre devoir de faire des recherches
de faire des études, de faire des formations de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la migration. Et c'est ce qui nous a amené, au fait, à travers notre partenaire Helvetas Mali, à initier ces ateliers qui constituent à la fois le renforcement des capacités des autorités locales sur les questions de prise en compte des jeunes dans les PDSEC, mais aussi de les montrer, de les accompagner à travers, comme je l'ai dit, la formation, comment de façon beaucoup plus précise ils peuvent intégrer les jeunes et les enfants dans leur programme de développement local. Parce que la question des jeunes, la question des enfants, surtout en mobilité dans nos différentes communes, c'est notre rôle, notre devoir de les prendre en compte, parce qu'ils contribuent beaucoup en réalité. La mobilité des jeunes et des enfants contribue énormément en réalité au développement du pays de façon globale et des communes également de façon particulière. Alors, quel changement attendez-vous à l'issue donc d'une telle session? Qu'est-ce que concrètement cette session va apporter aux enfants, aux jeunes de façon concrète? En fait, ce que ça va apporter, c'est d'abord parce que les enfants en mobilité, ils sont exposés à beaucoup de problèmes. D'accord. Non seulement leur prise en compte va permettre de les protéger, leur prise en compte va permettre également de les offrir des éducations. Leur prise en compte va également leur permettre d'avoir des formations professionnelles, leur permettant de s'insérer dans la société socio-professionnelle, dans la vie socio-professionnelle de l'État. Très bien. En termes des défis aujourd'hui, quels sont les défis auxquels votre structure, votre centre est confronté à ce jour? Bon, les défis sont énormes parce que, comme je l'ai dit, nous sommes un EPST, donc nous devons avoir des ressources propres pour fonctionner et les ressources également des partenaires. Malheureusement, beaucoup tout de cela manque. Tout cela manque, plus ou moins, voilà. Tout cela manque, mais nous sommes en train de lutter, nous sommes en train de chercher, de faire également le plaidoyer auprès des partenaires de l'importance de nos missions et de la nécessité de les accompagner pour une meilleure gestion de la migration. Et en termes d'acquis, de quoi êtes-vous fiers aujourd'hui? Nous sommes fiers de beaucoup de choses. Parce entre autres, la politique nationale de migration qu'on appelle PONAM, c'est un service qu'il a élaboré pour le ministère des Mali établi à l'extérieur de l'intégration africaine. Le transfert de compétences, des compétences intellectuelles, c'est-à-dire la diaspora intellectuelle, son investissement dans le pays à travers le projet Tocten, la formation universitaire, les thèses de doctorat, tout, etc. C'était également une action de notre centre. Aussi, il y a un guide extrêmement important qui informe les autorités locales de comment élaborer les PDSEC, mais aussi de comment prendre en compte l'aspect migration dans les PDSEC. Et en termes de perspective, qu'est-ce que vous envisagez à court, moyen et long terme, très rapidement? Beaucoup de choses. Nous sommes déjà dans ce plaidoyer-là, ces ateliers, qui vont se poursuivre à Sikasso à partir de mercredi prochain, et également à Koutiala vers la fin de la semaine. Et également, à partir de demain, déjà lundi, nous ouvrons également une campagne de formation des acteurs impliqués dans la migration, sur les concepts liés à la migration. Parce que la migration, elle est transversale, elle n'est pas bien cernée par tout le monde. Pour qu'on ait une compréhension commune des différents concepts qui sont utilisés, cette formation également est offerte à l'ensemble des acteurs ici à Bamako. Le lancement va être fait au CICB demain sous la présence du ministre de son Excellence Moussa Agatahe à partir de 10h. Et ça va se poursuivre également en région, précisément à Ségou. Nous allons également à Kaï, on va à Ségou, à Sikasso. Voilà. Un message particulier à lancer avant de nous quitter ici? Le message, c'est peut-être un appel à l'endroit de tout le monde, d'accompagner le département de façon globale, parce que les missions qui sont les nôtres sont extrêmement importantes, mais aussi particulièrement le CIGEM, qui est un service qui, comme je l'ai dit, est un outil stratégique, parce que c'est ce service qui doit recueillir l'ensemble des informations
mais aussi collecter les données qui permettent une meilleure prise de décision. Et donc, que ce service parvienne à jouer tout son rôle constitue un pas très important pour la prise des meilleures décisions en termes de gestion des migrations. Abouakrine Aguissa Touré, je rappelle que vous êtes directeur général du 6e Centre d'information et de gestion des migrations. Merci d'être passé par là. Merci. Le reste de l'actualité à présent, au plan régional. D'abord, le Burkina Faso qui a un nouveau Premier ministre, son nom, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, une des figures du paysage médiatique et politique burkinabé, journaliste, ministre d'État en charge de la communication. Jean-Emmanuel Ouédraogo a su gravir rapidement les échelons. Retour sur son parcours avec Albéric Bachiono de la radio au Burkina. Le tout nouveau Premier ministre est né le 26 décembre 1980 à Ouagadougou. Après son baccalauréat, il poursuit des études en sociologie à l'université Joseph Kizerbo où il obtient une maîtrise. Par la suite, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo intègre l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Il y décroche un diplôme professionnel de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication cycle A et se distingue en étant 2 fois major de sa promotion en 2007 pour le cycle B et en 2015 pour le cycle A. Affecté à la radiodiffusion-télévision du Burkina après sa formation, il commence rapidement sa carrière en devenant l'un des plus jeunes journalistes à présenter le journal télévisé. Il s'impose par son professionnalisme et son aisance dans la couverture des grandes actualités. Reconnu pour ses analyses percutantes, il commente les discours à la nation et réalise des interviews marquantes avec des chefs d'État et des personnalités de premier plan. Grâce à sa rigueur et à son engagement, Jean-Emmanuel Ouédraogo accède à des postes de responsabilité au sein de la RTB. En 2016, il est nommé rédacteur en chef de la télévision nationale puis directeur en 2021, un poste qu'il occupe jusqu'à son entrée au gouvernement. Le 25 octobre 2022, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo est nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et porte-parole du gouvernement. Le 17 décembre 2023, il est élevé au rang de ministre d'État, marquant une nouvelle étape dans sa carrière politique. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo est officier de l'ordre de l'Étalon. Présidentiel au Ghana, John Dramani Mahama, l'ancien président ghanéen remporte l'élection présidentielle. Il a battu le vice-président Mahamoudou Baoumia, qui a d'ailleurs reconnu sa défaite aujourd'hui. On en parle avec vous. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, au-delà de cette victoire de John Dramani Mahama, que retenir de cette présidentielle au Ghana et quelle a été la réaction du peuple face à ce résultat? Lors des élections présidentielles au Ghana qui se sont tenues hier, l'opposition est représentée par John Dramani Mahama, ancien président, comme vous l'avez dit, de 2012 à 2017, a déclaré avoir remporté les élections selon les résultats provisoires. Le peuple ghanéen a exprimé clairement son désir de changement, comme l'indique la réaction du candidat et de ses partisans qui ont manifesté leur satisfaction. La situation économique du pays, marquée par une inflation élevée et un endettement important, a été un sujet central de ces élections. Le Ghana, en tant que principal producteur d'or en Afrique et deuxième producteur de cacao mondial, a utilisé un prêt de 3 milliards de dollars du FMI pour faire face à ces défis économiques. Ce contexte a sans nul doute influencé les choix des électeurs qui ont souhaité un changement de cap politique. En réaction aux élections, aux résultats, le candidat victorieux a exprimé son respect pour la voix du peuple et a appelé à l'unité afin de faire face aux difficultés économiques. Le vice-président du Ghana, Mahamadou Bouahimia, qui est également le candidat du nouveau parti patriotique, a annoncé qu'il acceptait sa défaite. Ibrahim, ce climat de changement indique une attente significative de la part des citoyens pour des réformes et des améliorations dans la gestion économique du pays. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. Autre point chaud de l'actualité internationale ce dimanche, la Syrie, où moins de 2 semaines après le début de leur offensive, les rebelles sont entrés cette nuit dans la capitale Damas et annoncent la chute du président Bachar el-Assad en fuite. La Syrie, Keita, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors les choses se sont accélérées en Syrie et des scènes de liesse se multiplient après la chute de Bachar el-Assad.
D'abord, où est-il? Pour le moment, il est introuvable. Une page se tourne donc dans l'histoire de la Syrie avec l'entrée dans la capitale des rebelles islamistes ce dimanche, occasionnant la suite de Bachar el-Assad. On se rappelle le 27 novembre, une coalition de rebelles menée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham a lancé une offensive à partir de son fief Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, s'emparant des dizaines de localités et des villes stratégiques d'Alep au nord et de Hamas dans le centre. Hier, ils ont pris le contrôle de Homs, la troisième ville du pays, puis sont entrés ce matin donc à Damas. Le Premier ministre syrien s'est dit prêt pour toute procédure de passation de pouvoir et à coopérer avec tout nouveau leadership choisi par le peuple. La Turquie, l'Iran et la Russie, ces trois pays appelant à éviter un bain de sang dans le pays 24 ans après sa prise de pouvoir. Le président syrien Bachar al-Assad, pour y revenir à votre question, est introuvable. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup. Lassina Keita, voyons le reste de l'actualité internationale en plus bref à présent avec vous. Ousmane Daou, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Commençons par le Tchad où c'est parti depuis hier pour la campagne pour les élections générales. Tout à fait, les Tchadiens. Ou les municipales. Oui, les municipales ou législatives? Générales. D'accord. Les Tchadiens se rendront aux urnes dans 21 jours pour élire leurs députés, leurs maires et leurs représentants locaux. C'est une première dans l'histoire électorale du pays d'organiser simultanément des communales. Si c'est l'euphorie pour certains partis, notamment le parti au pouvoir, avec plus de 3000 candidats, 15 autres partis d'opposition ont jugé le scrutin non démocratique et ont décidé de boycotter ces élections, tout comme l'association des médias en ligne du Tchad qui proteste contre la décision de la haute autorité des médias audiovisuels d'interdire aux sites d'information de produire des contenus audiovisuels sans autorisation préalable, une décision jugée contraire à la loi et à la liberté d'informer par l'association des médias en ligne du Tchad. La République démocratique du Congo, les opposants Moïse Katumbi et Martin Fayoulou se sont rencontrés hier en Belgique. Pour la première fois depuis les législatives et la présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi, le président du tout-puissant Mazembe Englebert, un club que vous appréciez beaucoup, et Martin Fayoulou, lors de leur échange, ils ont convenu d'ébaucher un plan d'action commun pour contrer tout projet de changement de la Constitution. Dans cette perspective, Martin Fayoulou, avant Moïse Katumbi, a rencontré en France un autre opposant, l'ancien candidat à la présidentielle Délis Sanga, lui aussi hostile à toute modification de la Constitution. L'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, la Fondation Nelson Mandela va poursuivre l'État sur la réforme des terres. À l'occasion des 11 ans de la mort de Nelson Mandela, faut-il le rappeler, décédé le 5 décembre 2013, et à la Fondation qui porte son nom a décidé d'agir pour faciliter un meilleur accès aux terres, comme le père de la nation arc-en-ciel s'y était engagé à la fin de l'apartheid. Et pour cela, elle a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux afin de forcer l'État sud-africain à établir une feuille de route et redresser les inégalités en matière de gestion des terres en Afrique du Sud. En Somalie, les survivants du naufrage de Madagascar sont rapatriés. Ces survivants somaliens d'un bateau au large de Madagascar ont été rapatriés hier par leur gouvernement et ont retrouvé leur famille à l'aéroport de Mogadiscio. Selon les autorités somaliennes, le drame qui s'est produit jeudi dans l'océan Indien a coûté la vie à au moins 25 migrants. Et parlons de la guerre Russie-Ukraine avec le président américain élu Donald Trump qui a appelé ce dimanche à un cessez-le-feu immédiat et demandé à l'Ukraine d'entamer des négociations avec la Russie. C'est du moins ce qu'il a écrit sur sa plateforme Truth Social. En ces termes, je cite, « Il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations devraient commencer. Trop de vies ont été perdues en vain, trop de familles ont été détruites et si ça continue, cela pourrait se transformer en quelque chose de plus gros et bien pire. L'Ukraine a perdu de façon ridicule 400 000 soldats et bien plus de civils. » Fin de citation. Cette déclaration de Donald Trump intervient au lendemain de sa rencontre à l'inauguration de Notre-Dame de Paris hier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président élu des États-Unis a affirmé déjà hier que le dirigeant ukrainien aimerait conclure un accord pour mettre fin à la guerre. D'ici là, ce matin, le ministère russe de la Défense a annoncé abattu 46 drones ukrainiens hier soir dans les régions frontalières et le sud de la Russie. Et terminons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par la Corée du Sud. Après l'échec de la motion de censure pour faire tomber le président, son parti au pouvoir affirme qu'il va pousser le président vers la sortie les prochains jours.
Notamment, ça commence aujourd'hui, et oui, son propre parti, malgré l'échec hier d'une motion de destitution contre lui, dans un communiqué, le parti du pouvoir au peuple, PPP, a affirmé avoir obtenu du président sud-coréen Yoon Suk-yeol la promesse qu'il se retirerait. Même avant, il n'interférera pas dans les affaires de l'État, dans les affaires étrangères non plus, a certifié Han Dong-un, le leader de ce parti, ajoutant que le président avait accepté de confier la gestion de sa formation. Par ailleurs, le premier ministre Han Dong-soo, qui s'est désolidarisé de son président depuis quelques jours, assure que le gouvernement fera preuve d'humilité et cherchera à coopérer avec l'opposition au Parlement. Merci beaucoup, Ousmane Daou, pour toutes ces informations à l'international. Je vous emmène à Riyad, à présent, où la COP 16 sur la lutte contre la désertification a lancé des débats stratégiques autour du thème Notre terre, notre avenir. Cette première semaine a été marquée par des engagements ambitieux pour restaurer les terres dégradées, renforcer la résilience face à la sécheresse et promouvoir des solutions durables. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbia, Mariam Tangara, a plaidé pour une coopération internationale accrue et rappelé l'urgence de protéger les terres vulnérables du Sahel, tout en insistant sur la nécessité de placer les communautés au cœur des priorités mondiales. Nous avons joint tout à l'heure notre envoyé spécial à Riyad, Agibou Koulibaly. Ibrahima Traoré, la première semaine de la COP 16 sur la lutte contre la désertification qui se tient à Riyad a été marquée par des discussions et des engagements pour renforcer la résilience des terres face à la dégradation, la sécheresse et la dégradation des sols, sous le thème principal « Notre terre, notre avenir ». La conférence a mis l'accent sur la nécessité de protéger et restaurer les terres dégradées, de renforcer les droits fonciers des populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, et d'améliorer la résilience face aux sécheresses et aux tempêtes de sable. Ibrahim Traoré, cette COP coïncide également avec le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, une édition spéciale pour réaffirmer les engagements mondiaux en faveur de la gestion durable des terres. Des initiatives comme la Green Initiative saoudienne et du Moyen-Orient ont été mises en avant pour offrir des solutions régionales et globales face à la dégradation des sols. Les participants, incluant bien sûr gouvernements, chercheurs, sociétés civiles et organisations internationales, ont identifié plusieurs priorités stratégiques, notamment la restauration des terres dégradées d'ici à 2030 en accélérant les efforts existants, particulièrement pour les jeunes, afin de garantir un développement inclusif et équitable. Et c'est dans ce contexte, Ibrahim Traoré, que la ministre en charge de l'environnement du Mali a apporté une contribution remarquée, mettant en avant les défis spécifiques auxquels le Sahel est confronté. Elle a tiré la sonnette d'alarme sur les impacts de la dégradation des terres qui affecte directement plus de 2 millions de Maliens. Et donc, face à cette situation alarmante, elle a détaillé les efforts du Mali, notamment l'engagement à restaurer les terres agricoles d'ici à 2030 et à porter la couverture forestière à 26% du territoire national. Elle a également souligné, Ibrahima, que les résultats encourageants obtenus grâce à des initiatives telles que la restauration de 300 000 hectares de dunes, tout en appelant à une intensification des actions. Dans son intervention, elle a insisté sur la nécessité d'un financement international ambitieux et d'une coopération renforcée pour soutenir les efforts locaux, intégrant les 3 conventions de Rio, c'est-à-dire climat, biodiversité et désertification, dans une approche synergique. Et pour conclure, la ministre a rappelé un proverbe malien chargé de sagesse. La terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. Un appel solennel à l'action collective. Ibrahima Traoré, c'est ce qu'on pouvait dire sur la première semaine de la COP 16 à Riyad. Merci beaucoup. Agibou Koulibaly à Riyad, où il est 16h25, retour à l'actualité nationale pour parler des sports. Et le journal des sports, c'est avec vous, Famourou Djourté, bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Du football d'abord avec les compétitions africaines des clubs. Le Stade malien de Bamako joue en ce moment contre CD Lundasoul d'Angola, c'est bien ça? En effet, le score est de 0-0 après 26 minutes de jeu. C'est la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe CAF qui se joue ce dimanche 8 décembre. Lors de la première journée, le Stade malien a battu Stellenbosch d'Afrique du Sud qui jouait son tout premier match de groupe de la
la compétition. C'était par un score de 2-0. L'adversaire du Stade malien en ce moment, CD Lundasoul, est aussi à sa première phase des groupes dans la Coupe CAF. Le club angolais a perdu en première journée 2-0 également face au club marocain de la Renaissance sportive Berkane. La Renaissance sportive Berkane joue en ce moment en Afrique du Sud contre Stellenbosch. Après 27 minutes de jeu, le score est de 2-0 en faveur des Marocains. Concernant le reste du programme en Coupe CAF, les deux affiches de la poule A se disputent à 16h temps universel. Il s'agit des matchs entre CS Constantine contre Simba de la Tanzanie et Bravo Domakis contre CS Sfaxien. Dans la poule C, Orapa United reçoit ASEC Mimosa à 13h. Ensuite, Diaraf du Sénégal offre son hospitalité à l'USM Alger à 16h. Enfin, dans la poule D, Black Bulls affronte Al Masry d'Égypte à 13h et Enimba du Nigeria joue contre Zamalek du Caire à 16h. Stade malien CD Lundasoul 0-0 après 28 minutes de jeu. Stellenbosch 0-2 Renaissance sportive Berkane après 29 minutes de jeu. Autre match très attendu, cette fois-ci en Ligue des Champions, les Djoliba AC qui affronte Pyramide FC d'Égypte à 16h ici au stade du 26 mars. Oui, c'est au compteur de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Largement battu 4-0 par l'Espérance de Tunis lors de la journée inaugurale. Les Rouges de Bamako veulent rebondir dans un groupe D très relevé composé de l'Espérance de Tunis, du Pyramids FC d'Égypte, de Sagrada Esperança d'Angola, en plus du Djoliba Athletic Club de Bamako. Le match se joue, comme vous l'avez dit, au stade du 26 mars à 16h et ce sera à suivre sur ORTM 1 et sur les ondes de la radio nationale du Mali et son réseau synchronisé. Outre le match Djoliba AC Pyramids FC à 16h, Al Hilal du Soudan accueille Toupissa Mazembe de la RD Congo à 19h dans le groupe A. Ce sera la dernière affiche des rencontres de groupe de la deuxième journée en Ligue des Champions. Une journée qui a démarré vendredi avec le match nul 0-0 entre Sagrada Esperança d'Angola et l'Espérance de Tunis dans le groupe D, celui du Djoliba AC et Pyramids FC. Ce samedi, dans le premier match du groupe A, le Mouloudia Club s'est imposé 2-0 face au club tanzanien Young Africans de l'international malien Djigui Diarra qui était dans le but. Il n'y a pas eu de vainqueur dans la rencontre du groupe B. Maniama Union de la République démocratique du Congo et Raja Casablanca du Maroc se sont neutralisés un but partout. C'est ce résultat d'un but partout qui a sanctionné le match entre l'AS FAR du Maroc et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Dans le groupe C, l'autre club sud-africain Orlando Pirates a tenu en échec Al Ali d'Égypte 0-0. Le stade d'Abidjan s'est incliné 0-1 devant le CR Belouizdad d'Algérie. La troisième journée du championnat de Ligue 1 professionnel a pris fin hier samedi avec deux matchs. Oui, championnat national a pris fin avec deux matchs. 11 créateurs de Nyarela a battu par l'ASRL de Bamako par 2-0 dans l'autre rencontre. L'USFAS s'est imposé face à l'Étoile du Mandé, aux Étoiles du Mandé, 1-0. Les matchs Afri-Football Elite Stade malien de Bamako et Djoliba CS Bakarijan sont reportés en raison des compétitions de la CAF. En ouverture de cette troisième journée vendredi, l'AS Police a été battu par l'US Bougouba 2-0. L'AS Korofina a gagné 1-0 face au FC Diarra. Binga FC et l'US Bougouni ont fait match nul 0-0. On change de discipline. Cette fois-ci, pour parler de la CAN féminine 2024 de handball, l'Angola a remporté le 16e trophée de son histoire en battant le Sénégal en finale à Kinshasa. Oui, après avoir remporté 15 trophées dans la compétition, l'Angola s'est offert ce samedi à Kinshasa un 16e titre continental en 26 éditions de la CAN féminine senior de handball. Dominatrice de bout en bout de la compétition, les Pearls, comme on l'appelle l'équipe nationale féminine angolaise, ont bouclé leur parcours en prenant le dessus sur le Sénégal en finale 27-18. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleure gardienne et meilleure joueuse de cette CAN féminine de handball 2024. L'Angola aura tout raflé sur son passage pour asseoir un peu plus sa domination sur le continent. Un statut de meilleure nation africaine qu'il faudra assumer l'année prochaine lors du mondial féminin, car cette CAN servait aussi de qualification pour la Coupe du monde de la discipline et les 4 demi-finalistes, à savoir l'Angola, l'Égypte, la Tunisie et le Sénégal, seront les représentants africains pour tenter de briller sur la scène mondiale. Merci beaucoup, Famourou Djourté, pour toutes ces informations sportives, du sport à la santé. Focus santé. Comment assurer l'alimentation des enfants atteints de l'infirmité motrice cérébrale? Les spécialistes recommandent des aliments liquides car certains
ne peuvent pas mâcher des aliments solides. C'est le sujet de la chronique santé de ce dimanche, une réalisation de Koumba Sissé. La plupart des enfants atteints de paralysie cérébrale sont victimes de troubles du comportement, de locution et de réduction de la mobilité. À cause de ce handicap, ces enfants ne peuvent pas s'alimenter ni mâcher des aliments solides. Cette maman qui a préféré garder l'anonymat en témoigne. Dans la famille, elle est soutenue par son entourage. Mère de l'enfant atteint d'IMC. Je prends du temps pour donner à manger à mon enfant. Mes voisines et mes 2 filles m'aident dans ce sens. Comme elles ne parlent pas, c'est moi qui dois savoir si elle a faim ou pas, ou si elle souffre de quoi que ce soit. Touré Wurukia Togola, pédiatre. Un enfant IMC, c'est un enfant qui, au cours d'un moment donné, soit en période anténatale ou bien en postnatal, qui a eu une infection et qui a eu un déficit neurologique. Et ces déficits neurologiques, en général, entraînent beaucoup de perturbations sur ces enfants-là, sur le plan neurologique surtout. Et dans ces perturbations, nous avons les troubles de la déglutition, les problèmes par rapport à l'alimentation de ces enfants. Elle est très délicate, parce qu'en général, ils souffrent de malnutrition comme tous les autres enfants. Et les causes de la malnutrition en général chez eux, c'est soit un apport insuffisant, ou bien les pertes importantes liées au vomissement, ou bien aux régurgitations, ou bien aux perturbations du métabolisme, ou même au dysfonctionnement oromoteur. C'est selon les cas. Il y a des enfants qui peuvent plus ou moins mâcher les aliments et bien avaler. Il y en a qui n'arrivent pas à mâcher les aliments et il y a d'autres qui ne peuvent prendre que des aliments liquides. Patience. Rien que de la patience pour nourrir les enfants IMC. À tout moment, les aliments peuvent faire une fausse route et provoquer des complications telles que la gêne respiratoire. Touré Wurekia Togola, pédiatre. Lors de l'alimentation, quand elle n'est pas bien entreprise, l'enfant peut avaler de travers et les aliments vont se retrouver dans les poumons et créer une pneumonie d'inhalation. Et en général, souvent, c'est des enfants qui sont confiés aux grands-mères et ça pose beaucoup de problèmes par rapport à leur alimentation. Parce qu'ils doivent prendre des aliments soit liquides, soit semi-liquides. Pour éviter des malnutritions chez les enfants, ils ont également besoin d'une alimentation équilibrée. Mais attention, il y a des techniques pour ceux qui ne peuvent pas mâcher des aliments. Touré Wurekia Togola. Ils peuvent manger ce que nous tous nous mangeons de façon quotidienne, mais maintenant c'est la façon de faire de ces aliments-là qui va les différencier par rapport de nous. Donc il faut les mixer ou bien les réduire en purée et en bouillie et puis les donner à ces enfants. C'est vraiment, ça demande beaucoup de patience parce que déjà chez eux, il faut le mettre déjà dans une position demi-assise et puis il faut fractionner les repas pour ne pas se retrouver dans cette position de fausse route là. Donc il faut les alimenter comme tout le monde avec une alimentation le plus équilibrée possible avec des apports en fruits, des apports en légumes, des apports en céréales, vraiment une alimentation équilibrée selon les moyens et les possibilités de tout un chacun. Si l'alimentation d'un enfant normal prend au moins 15 minutes, celle d'un enfant IMC va de 30 à 45 minutes. Focus Santé. 13h35 sur nos antennes. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Absé Traoré, Fousseini Sissoko, à la mise en ligne Amadi Soum, à la réalisation la Sine Keita qui sera là juste après moi dans Rétro 7 ou pour Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à Ousmane Daou qui assure la coordination éditoriale de ce journal. Et retrouvez les infos à 19h30 pour la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments de radio en notre compagnie. Très bon dimanche. Au revoir.